Alors vous êtes candidate à la présidentielle, vous savez que ça met des années pour remettre les choses en route, justement dans ces quartiers, pour les pénétrer. Quels moyens financiers vous mettriez? Non mais d'abord il faut lutter contre le banditisme. Moi je vais, comment dire, réembaucher tous les gendarmes et les policiers que Nicolas Sarkozy a réduits. Voilà, je vais reconstituer les effectifs parce que je pense que c'est absolument nécessaire. Et puis, on va leur donner les ordres. Et on va d'abord commencer par s'attaquer à la criminalité, et particulièrement à la drogue. Parce que l'on s'aperçoit que il y a des connexions entre les réseaux de drogue et l'islamisme radical. Que c'est un des moyens de financement, entre autres. Mais là aussi, ça ne se fait pas en un jour, parce que Nicolas Sarkozy avait des velléités en ce sens en 2007. Oui, enfin, entre avoir des velléités et le faire, bon, quand j'ai donné l'exemple tout à l'heure de quartiers entiers où ce sont des milices qui surveillent les gens, qui les fouillent avant de rentrer chez eux, ne me dites pas que dans ces quartiers-là, la police est là. Et la police, elle est là, arme au poing, parce qu'elle irait bien dans les banlieues. Mais l'ordre est donné de ne pas y aller. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'acheter la paix civile. On ne veut pas la moindre bavure, parce que sinon on a peur que les banlieues brûlent. On gère les banlieues comme si c'était une grenade dégoupillée. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui habitent dedans, voyez-vous, et des gens de toutes les religions. Et ces gens-là, ils souffrent le martyre. Ils n'en peuvent plus. Ils ont le sentiment d'être complètement abandonnés. Et c'est inadmissible de la part d'un État de droit. Donc il faut redonner des ordres à la police pour rentrer et faire leur travail. Sous pression, les policiers ne cachent plus leur malaise. Ils sont de plus en plus nombreux à faire part de leurs conditions de travail difficiles. Quel est leur quotidien? Comment travaillent-ils justement? Comment réagissent-ils quand ils sont pris pour cible? Dominique Lagroux-Sampère a mené l'enquête. Au départ, un simple contrôle d'identité, mais qui dégénère très vite. La présence de notre caméra n'arrange pas les choses. 10 minutes sur place à peine. La quinzaine de policiers déployés doit se replier. Caillasser un policier, un délit. Pourtant, ils font le choix de ne pas interpeller. Est-ce que ça vaut le coup de créer, nous, l'incident, de vouloir à tout prix interpeller pour créer vraiment le gros incident derrière? Il y a un équilibre à trouver, mais il faut aussi qu'on reparte dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, en aucun cas, on partira après avoir été insulté. Enfin, à partir du moment où il y a une infraction, tout ce qu'on repart avec l'autre. Là, ils ont caillassé, du coup. Qu'est-ce que vous me donnez comme exemple de terreur que subirait le gouvernement, de terreur de l'islamisme radical? Mais je vous l'ai expliqué, madame. Ils ont peur que les banlieues brûlent. Voilà, ils touchent à ça comme si c'était de la nitroglycérine. Quand je vous disais tout à l'heure que ordre est donné aux policiers de ne pas arrêter dans les banlieues, les motos ou les mobylettes. Non mais vous avez vu ça où? Dans un autre espace du territoire, où ça existe, de peur qu'ils tombent, qu'ils se tuent et que ça crée ce que on a vécu en 2005. Mais c'est pas un vrai risque? Pardon? C'est pas un vrai risque? Eh bien, il faut prendre ce risque. Il faut prendre ce risque. Parce que si on en est là, vous voyez, si on en est à ne plus arrêter les gens de peur que ça flambe, ça veut dire qu'on a déjà perdu la partie. Ça veut dire qu'on est incapable de protéger les populations. Alors il faut reprendre la main, remettre les pieds dans ces banlieues et y faire régner la loi républicaine, monsieur Mazerolle. Parce que c'est ça le rôle d'un gouvernement. Ça n'est rien d'autre que cela. Le rôle d'un gouvernement et d'un État, c'est d'abord de faire respecter la première des libertés, qu'est la sécurité. Parce que ce sont les plus faibles qui en souffrent. Ce sont les plus modestes d'entre nous. C'est sûr que M. Hollande, M. Sarkozy et nous autres d'ailleurs qui vivons dans des plutôt beaux quartiers, nous c'est bon, on a moins de problèmes avec la sécurité. Ça va, merci. Mais les Français qui sont dans ces quartiers-là, qui se sentent complètement perdus, les Français dans la ruralité, qui ont plus maintenant que des commissariats qu'à 30 km ou à 40 km parce qu'on a supprimé des commissariats. Eux, dans quelle situation se sentent-ils? Que mon frère a été attaqué violemment chez lui et moi j'ai découvert, bon j'avais entendu parler un peu comme tout le monde de ce qui se passait. Bon et quand vous avez quelqu'un de votre famille qui est touché comme ça m'est arrivé, je suis allé voir mon frère à l'hôpital. Attaqué en quelles circonstances? Eh bien chez lui, le soir, en train de regarder sa télévision, ils sont rentrés par la fenêtre, des hommes cagoulés avec des gens qui étaient derrière et ils ont attaqué mon frère et ma belle-sœur et bon ils ont été à l'hôpital tous les deux, très sérieusement touchés. Ils ont cherché le coffre et mon frère malheureusement n'avait pas de coffre. Alors ils ont cassé, saboté toute la maison et lui ils l'ont martyrisé, ils l'ont torturé. Parce qu'il voulait quoi? Il voulait de l'argent qu'il pensait qu'il avait. Il voulait de l'argent de toute façon, c'est leur demande, de l'argent et un coffre. Je connais actuellement des gens, il y a tellement d'attaques comme ça en France, je connais des gens qui achètent un coffre ayant peur qu'on leur réclame le coffre.
Parce que quand il trouve pas le coffre, quand il trouve pas le coffre, il tue les gens. Il les tue les gens. Et on n'en entend pas parler. J'ai trouvé plusieurs équipes de gangsters comme ça. Moi, je les ai trouvés, moi. Donc la police les connaît. Vous avez fait votre enquête vous-même? Vous avez mis des détectives? J'ai mis un détective pour la forme, pour l'avoir devant. Mais lui, il a rien trouvé. Il a fait comme les gendarmes. Il a pas bougé de Beauvais. Bon, mais moi, j'ai bougé. J'ai regardé un peu le système. Bah, comme disait monsieur, faut les introduire, faut être avec eux, faut faire travailler des gens avec eux. Sinon, ils les arrêteront jamais. Et ça veut dire que ceux dont vous parlez, ça veut dire que ceux dont vous parlez, ces bandes que vous avez identifiées, sévissent toujours aujourd'hui dans ces ficelage à domicile. Bien sûr. Bah, écoutez, dans la semaine dernière, vous en avez une dizaine, là, vous parliez de la Seine-et-Marne, des commerçants, il y a une dizaine de personnes qui se sont fait attaquer chez eux. Ils sont à l'hôpital encore en ce moment. Personne n'en parle, on voit pas une ligne sur les journaux. Oui, bah écoutez, à un moment donné, j'étais très en colère sur cette affaire-là, avec mon frère, et puis j'ai réuni pas mal de chasseurs, puisque vous savez qu'on n'a pas le droit d'avoir des armes, mais les chasseurs, ils ont le droit d'avoir des fusils. Donc j'ai fait une réunion de chasseurs à Beauvais, pour dire, bah écoutez, on va peut-être aller à la chasse au cagoulard, on va inventer une nouvelle chasse, hein. La chasse au cagoulard, c'est pas mal, ça a déplu à pas mal de gens. C'est de la provoque pure, ça. J'appelle pas ça de la provoque. Les cagoulards, quand on vient cagouler chez vous et qu'on vous attaque et qu'après vous êtes mort, eh ben je crois qu'il faut faire de l'autodéfense à ce moment-là. Parce que pour l'instant, on se congratule de bonnes paroles, mais les gens meurent chez eux. On les attaque, on les torture, ils meurent. Et c'est encore récent. J'ai une multitude d'attaques que je connais comme ça. J'ai vu un cas il y a l'année dernière, un monsieur sur Ivry qui m'a parlé de son affaire. Sa femme en est morte, les enfants sont traumatisés. Et ils ont été retrouvés par un concours de circonstances, des gens qui les ont torturés chez eux. Ils ont pris 2 ans et ils sont sortis au bout d'1 an pour bonne conduite, en frappant les gens. Et sa femme est morte. Vous vous rendez compte, sa femme est morte à la suite de cette agression. Simplement, je pense que le jour où, dans ce pays, on commence à avoir des réunions de chasseurs, à s'armer, à faire des patrouilles, il faut quand même dire que pour moi, c'est quand même une certaine forme d'échec de la démocratie, de la police et de l'état de droit. Il faut quand même le rappeler. Je veux dire, c'est pas dans un pays comme la France aux citoyens de faire la police, ou alors c'est un drame. Jean, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites directement pour On arrête les 5000 leaders de délinquance que l'on connaît, qui sont répertoriés, qui sont dans 26 départements, parce que croyez-moi, en faisant rien que cela... Un coup de baguette magique? Non monsieur, on donne des... Mais donc on ne peut rien faire. Non, mais je dis pas, mais 5000, c'est beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette vision d'une politique d'impuissants? C'est quoi? Il n'y a que des impuissants, on est impuissants à faire rien. On ne peut pas régler le problème du chômage, on ne peut pas régler le problème du pouvoir d'achat, on ne peut rien faire, alors on est là. Oui, effectivement. Si Nicolas Sarkozy avait pu le faire, il l'aurait pas fait? Non, il ne le fait pas parce que ça n'est pas sa priorité. Et parce que c'est un homme, encore une fois, qui est sous pression, parce qu'il n'a pas le courage de le faire, parce que ça nécessite du courage, monsieur Mazerolle, voyez-vous, et je n'ai pas le sentiment que Nicolas Sarkozy, à part dans ses paroles, ait fait preuve de courage dans sa vie. Voilà, peut-être à la différence de moi, parce que mon parcours plaide aussi pour moi, monsieur Mazerolle. Moi, j'ai eu dans ma vie des coups très durs. On arrête. Et j'ai fait preuve de courage, et ça aussi, peut-être, les Français doivent le juger. Merci Marine Le Pen d'avoir été avec nous ce soir. Un témoignage hallucinant d'une dame qui vit dans une banlieue occupée et qui raconte le cauchemar qu'elle vit depuis 2 ans et demi. Alors, je voudrais en citer un petit extrait. Voilà, cette femme fait l'objet, avec sa famille, dans l'immeuble qu'elle habite, dans la tour qu'elle habite, d'une véritable persécution. Elle est persécutée par un gang. Elle donne les noms des chefs de gang. La police est au courant. Ces gens-là ont été arrêtés comme tortionnaires. Ils avaient enlevé un jeune de la cité. Ils l'ont torturé au chalumeau. Ils ont photographié le jeune après l'avoir torturé au chalumeau. Ils ont fait circuler les photographies du jeune torturé dans toute la cité. Ils ont distribué les photos en disant aux gens, voilà ce qui vous arrivera si vous n'obéissez pas. Ce gang tient la cité sous sa loi. Le gosse, le garçon de la cité, il est à l'hôpital, traumatisé. Il est... Bon, pour dire les choses clairement, il est devenu fou. 2 voyous de cette bande ont été arrêtés. Ils ont été jugés. L'un d'eux a été condamné à 8 ans de prison, ferme. Il est entré en prison, il est sorti 2 mois plus tard. 2 mois plus tard. Personne ne peut savoir pour quelle raison il est sorti. Ah, pour continuer. Oui, mais qui a donné l'ordre de le faire sortir? Quel est le juge d'application des peines qui a donné l'ordre de le faire sortir et pour quelle raison? C'est impossible à savoir. Je pense qu'il y a quand même une connivence dans toutes ces affaires mais bien sûr. Alors, je continue avec il faut lire ce récit dans le livre journal, je vous assure que c'est renversant. Hein. Il y a les noms des gars en plus. Hein. Les violences étaient telles, tentative de viol sur la fille, vol de voiture, on a volé leur voiture, on a volé le scooter du gosse, on les a
on les harcèle littéralement. C'était tellement invivable qu'ils ont fini par avoir le courage d'aller voir les flics en disant écoutez, il faut faire quelque chose, c'est plus possible. Et cette personne écrit, j'ai tout expliqué aux inspecteurs qui se sont rendus compte que la situation était risquée et qu'il était dangereux pour nous de continuer à habiter notre appartement. Voilà, vous allez chez les flics vous disent il faut partir. Nous sommes restés cachés pendant 3 semaines, allant d'hôtel en hôtel, sans argent, sans papier, et presque rien comme change de vêtements. Écoutez bien la suite. Quand ils sont rentrés, entre-temps, notre appartement a été mis à sac. ah oui. Cela a été constaté par les policiers qui surveillaient la tour et se sont rendus compte qu'il y avait de la lumière chez nous. Alors que les inspecteurs venaient de nous déposer à Villeneuve-Saint-Georges, à 10 km de notre domicile. Au bout de 3 semaines, nous avons décidé de rentrer chez nous en ayant soin de nous cacher contre l'avis de la police et malgré la demande de celle-ci, parce que malgré la demande de celle-ci, déposée auprès des assistantes sociales et auprès du procureur de la République de nous reloger en urgence loin de cette cité, nous n'avons eu aucune suite. Quand nous sommes rentrés dans notre appartement, tout était saccagé. Nous ne savions plus où poser les pieds tant il y en avait partout. Ils nous ont tout volé. Tout ce qui n'était pas transportable a été cassé. Ils ont uriné sur les lits, déféqué sur le parquet, brûlé nos papiers, factures, quittances, garanties, déchiré nos photos, l'album de mariage de ma fille aînée. Je suis fatigué. Je n'arrête pas de faire des démarches pour essayer de récupérer des papiers, des factures, mais aussi pour déménager au plus vite de cette cité. Voilà. Voilà ce que vivent. Et malgré toutes les preuves que nous avons avancées, la police n'a toujours pas arrêté cette bande et nous risquons de subir la promesse de leurs menaces. Je tiens à votre disposition tous les papiers attestant mes dires. Voilà comment on vit aujourd'hui en France. Voiture brodée au cœur de la ville. Voilà. Voilà, on dit que la France, bande de fils de pute là. Jette. Voilà, sa mère la pute, cette biodie, on l'a volé sa mère, cardiaque, on l'a volé un sale français de merde. Fils de pute de France, de merde, on reste dans votre pays, on baisse votre France. Eh, mademoiselle. Je suis mademoiselle. Franchement, vous êtes mortel, hein. Quoi, moi je suis mortel? Non, ça c'est mortel. Allez, salut. Attends, j'ai oublié.